My name is Maria Segui Gomez. I am from Spain. I currently work as a road safety consultant for the FIA, but previously I was Director General for Traffic in Spain for 5 years, and prior to that I am a university professor specialized in public health. And so it was with great pleasure that I got the invitation to moderate this session in the context of the first forum for road safety in Africa, a session focusing on health and the health sector perspectives and contributions to tame the pandemic of global road crash deaths and disabling injuries. I apologize because there has been some confusion with regards places and hours and things, so we're starting somewhat late. And unfortunately, not all the panelists have arrived yet. I'm going to take one moment just to make sure whether Mr. Hisham Ninji from Morocco is here or in the around. Then we have Dr. Jean Diarra Nama, and I will present them later. I'm missing Daniel Cobos Munoz, and if he comes, he's welcome to come into the podium. Then I'm missing Dr. Oren Ombiro from the Ministry of Health of Kenya. And I'm missing also Emmanuel Norte Bochwai from the Births and Deaths Registry from Ghana. But if you are forgiving with them stepping in as they come up, we'll proceed ahead with the 3 guests that were here and were here on time, and I'm very, very thankful for their involvement. As I said, we have a WHO representative. She is Dr. Jean Diarra Nama Alimata, who's the country office director in Burkina Faso. She will be speaking in French, I understand. Then we have Mr. Mohamed Salami, who's the director of logistics and advocacy affairs from the civil rescue system here in Morocco. Thank you very much for being here. And so far, last but not least, we have Mr. Choumonher Jafoura from Tunisia, and he'll be able to better express exactly his particular position. So we had planned about 5 questions dealing with their country experiences from the health sector in working both pre-crash and post-crash to improve road safety. But considering the circumstances, I have asked them to think on what would be their opening statement to the audience. And so if in no more than 2 minutes, we could go one by one for them to tell us what it is that they would really like to share with the audience. We'll do that round, and at the end of the round, we'll come to the specific questions we had prepared for the session. And so if you don't mind me offering first to Dr. Jean that she speaks, I open the floor to her. Thank you very much. Merci beaucoup. Avant tout propos, je voudrais, si vous le permettez, puisque c'est la première fois que je prends la parole, adresser les remerciements de la directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, le docteur Moeti. Ces remerciements au gouvernement du royaume chérifin pour l'invitation qui lui a été adressée. Elle m'a expressément chargée de dire tout l'intérêt qu'elle accordait à ce premier forum, étant donné l'importance de la sécurité routière. Comme vous le savez, ce sont les pays africains, notamment de la région africaine, qui payent un lourd et douloureux tribut à l'insécurité routière. Les différents rapports l'ont montré, ceux qui sont intervenus hier aussi l'ont montré avec suffisance. C'est l'Afrique, notamment les pays de la région africaine, qui enregistrent le plus grand nombre de décès, le plus grand nombre de blessés,
plus grand nombre de traumatismes à long terme. Les pressions sur les services de santé sont énormes, de même que les pertes économiques. Et puis, elle assure que les principales recommandations de ce forum seront regardées avec une attention particulière. Si j'ai un mot à dire par rapport à votre question, pour répondre à votre question, c'est de dire que l'insécurité, les problèmes, les accidents ne sont pas une fatalité. Ne sont pas une fatalité. Ces accidents peuvent être prévenus. Et l'OMS, avec ses partenaires, a mis à la disposition des pays un certain nombre d'outils pour les aider à prévenir ces accidents. And if I can then, having heard that indeed these deaths are all preventable, let me give the word to our representative from Morocco, Mr. Mohamed. Merci, Madame. Pour ma part, je voudrais remercier les organisateurs de nous avoir invités pour cette session. Et notre présence ici est un témoignage de l'intérêt de plus en plus grand qu'accorde la protection civile, la Direction générale de la protection civile, pour la question de la sécurité routière. Juste pour vous dire que la question de la sécurité routière représente pratiquement 99% de nos activités au niveau de la protection civile. 90% de la totalité des activités des services de la protection civile aujourd'hui. Nous accordons tout l'intérêt à la question et cela, nous apportons un témoignage à travers notre participation active à ce forum, à travers un stand qui est ici à l'intérieur, mais également à travers une présentation à l'extérieur du site. Aujourd'hui, la question de la sécurité routière est une question qui nous préoccupe énormément et nous faisons beaucoup d'efforts, nous fournissons beaucoup d'efforts pour essayer de porter assistance dans les meilleures conditions possibles, avec les moyens disponibles aux accidentés, aux victimes des accidents de la circulation. Bien évidemment, il y a encore beaucoup de choses à faire et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici, nous suivons ce forum, pour avoir des idées novatrices, avoir des idées nouvelles, pour pouvoir améliorer notre façon d'apporter assistance aux victimes des accidents. Aujourd'hui, le Maroc fournit énormément d'efforts pour essayer d'apporter toute l'assistance nécessaire aux victimes, mais nous travaillons également dans le domaine de la prévention pour essayer de réduire justement le nombre d'accidents, de manière à réduire aussi les efforts que nous consentons quotidiennement et qui sont en augmentation progressive depuis des années. Et on aura à discuter du détail technique, des efforts qui sont consentis quotidiennement par la Direction générale de la protection civile en termes de stratégie, en termes de formation, en termes d'équipement, en termes d'intervention, etc. Merci. Thanks to you. And now it's the turn of Tunisia's representative to give us his opening remarks. Mr. Mourher. Merci, Madame. Je tiens à vous remercier et remercier tous les organisateurs pour l'accueil qu'on a eu à Marrakech. Et je vous présente les salutations de la Tunisie, mais aussi de l'association tunisienne pour la prévention routière, qui est maintenant âgée de à peu près 55 ans. Et nous avons comme problématique tous les jours, c'est de considérer la prévention routière comme l'a considéré l'OMS, un problème de santé publique pour lequel nous avons un fléau qu'il faudra rechercher et se préparer contre. Et deuxièmement, il fallait intervenir immédiatement en cas d'accident grave. Et troisièmement, il faut réhabiliter les gens dans une vie en essayant de minimiser au maximum les handicaps mentaux et physiques. Donc le problème des accidents de la voie publique coûte très cher pour la Tunisie en matière de coût, un coût qui est exorbitant et pour lequel la politique n'est pas suffisante
C'est-à-dire qu'on a des moyens extraordinaires. On arrive aujourd'hui à faire la greffe du cœur, des poumons, du rein, de la peau, etc., mais aussi du foie et du sang. Mais on n'a pas beaucoup de SAMU qui circulent sur tout le territoire. Et il y a des gens qui meurent parce qu'il n'y a pas de moyens de secours convenables, adaptés à la situation. Et donc, c'est l'un des problèmes majeurs, c'est comment faire pour faire de la bonne couverture sanitaire sur tout le territoire. Merci. And thanks to the three of you. I'm not sure whether the audience is mostly coming from a transportation background, and so I would please ask you to raise your hand if you come from a health sector working position. So raise your hand if you work on the health sector. And now, please raise your hand if you work on the transportation sector. Okay, so the challenge is that we have mostly a transportation-based audience, which maybe are being confronted with the realities of the health sector challenges, if not for the first time, maybe on the first time that they can actually spend a good 45 more minutes thinking and planning about it. And so from that perspective, and for the remaining of our time together, I want to make two things. One of them is that if you have any specific question that you would like to ask to our speakers, you would kindly write it down, and somehow one of the organization assistants will pass them to me so that I can share it. I think we have time for maybe 3 or 4 questions. But in the meantime, I'm going to move on our anticipated program. Now, when the transportation sector thinks of the health sector, it normally thinks only and solely in regards to treating the victims of a crash. And so, many of you probably think of your interaction with the health sector from that perspective. If everything has failed and the crash has occurred, now it is the time for the transportation sector to begin to work. And even though that is very important, that is not the whole of the picture of the relationship between the transport sector and the health sector. And so starting from the obvious, the care of the crash victims, we will try to work backwards towards the contribution of the health sector to the pre-crash moment, to the occurrence of the crash. Our Tunisian representative has already started talking about healthcare provision. And our Moroccan representative, coming from the civil protection sector, knows precisely well what it is that we are talking about. What I'm not sure is whether you know that when it comes to crash occurrence and health sector deployment and health sector intervention, there is a wealth of information and protocols and evidence and policies that have been proven to make a huge difference in the survivability of the victims after the crash. And this is not the place to go into details. We don't expect any of you to be experts in healthcare provision. But what I would like to ask our members, our panel members today, is to tell us from their perspective how the gold standard protocols that have been presented and published and communicated by many organizations, including WHO itself. How is the planning going for implementing these recommendations? What are the barriers to implementation of these recommendations? And what are the obstacles that you encounter in daily practice among healthcare practitioners and healthcare managers to take appropriate care of your injured victims? And I'm referring, for example, to issues as practical as there being one unique emergency phone number for the whole of the country so that anyone can call
and communicate that there is an event that requires emergency attendance. I'm talking about deployment of ambulance to the site with or without particular levels of trained professionals. I'm talking about training of professionals, nurse practitioners, nurse, physicians, you name it. And I'm talking about that famous golden hour objective to take victims to good and appropriate care on time. Now, this all happens in the context of better healthcare systems for the general population and for all conditions. But I would like to hear your thoughts and reflections on how easy it is or how hard it is to actually translate those recommendations, participate actively in the development of those recommendations, and at the end of the day, bringing them back home and ensuring your whole population benefits from them. So maybe if I can go back to our Tunisian representative to explain a little bit more about these processes. Merci Madame. Effectivement, par hasard, moi je suis médecin urgentiste et réanimateur médical. J'ai travaillé au SAMU pendant des années et maintenant je suis en réanimation médicale. Et donc les procédures de prise en charge des victimes des accidents de la voie publique sont tout à fait standards par rapport pratiquement à tous les pays du Maghreb, que ce soit la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, mais aussi nous étions tous formés en France dans la procédure du SAMU français, le modèle habituel avec le 15. Et en Tunisie, on a le 190, mais on a en plus la protection civile avec son numéro le 198, et aussi on a la garde nationale avec son numéro le 193. Mais réellement, en Tunisie actuellement, on veut unifier le numéro de téléphone qui n'est pas unifié. Donc il y a une communication entre les différents postes, mais réellement, parfois on sent qu'il y a un retard de prise en charge, et notamment de la police, qui est le 197, qui arrive toujours un peu plus tard que le reste du monde. Donc notamment que quand il y a un accident, il y a le suraccident qui survient et qui cause un problème considérable, puisqu'il y a les embouteillages, les difficultés de l'arrivée du secours. Et malheureusement, en Tunisie, le maximum de morts, c'est la première heure. C'est bien codifié, c'est la première heure, parce que le SAMU arrive toujours très tard par rapport au temps de départ de l'accident. Et donc, la prise en charge n'est pas de... il y a des endroits où le SAMU, le SMUR plutôt, il est de bonne qualité. Il y a en Tunisie à peu près 6 SMUR uniquement pour 24 gouvernorats. Vous voyez que c'est déjà très peu. Et même l'accueil aux urgences et l'accueil qui se fait dans les petits hôpitaux n'est pas suffisant pour prendre réellement en charge un malade qui n'a pas besoin de beaucoup de choses. Et on a besoin d'identifier et savoir que l'accident de la voie publique, c'est un tableau de choc hémorragique. C'est l'élément fondamental. Donc il faut commencer par remplir le malade, le stabiliser, essayer de voir un peu qu'est-ce qu'il y a comme lésion neurologique, y a-t-il un hématome extradural avec le coma profond, y a-t-il une détresse circulatoire, y a-t-il une détresse respiratoire, y a-t-il des fractures et y a-t-il des plaies qu'on pourra arrêter, ou on peut arrêter l'hémorragie avec un garrot éventuellement, et comme ça un transport convenable. Malheureusement, tout ça n'est pas de bonne qualité, n'est pas partout de bonne qualité, et ça pose un problème. Et d'autre part, il semble que d'ici peut-être une dizaine d'années, il faut un effort considérable pour se pencher sur ce problème-là. Et notamment, il y a le problème de la formation des secouristes, qui est partout aussi. J'ai été dans tous les pays du Maghreb, et même dans les pays arabes, je connais très bien ce que je dis, n'est pas de bonne qualité. La formation, elle n'est pas de bonne qualité. Le ramassage des victimes ne se fait pas convenablement, ni avec les moyens, ni avec la technique, ni avec l'endurance, ni avec la patience, ni avec... parce que même si on transporte un malade sur un joli brancard,
Et si on n'a pas rempli le malade, il va mourir à l'arrivée de l'hôpital. Donc, c'est ça le problème. Le problème, c'est une heure en heure où tout le monde devrait jouer un rôle convenable au top niveau, même avec les amortisseurs des véhicules, même avec les fractures de la colonne vertébrale. Donc, malheureusement, moi, j'ai réellement 40 ans dans le domaine. Donc, je fais ça tous les jours. J'enseigne ça à la faculté. Et on n'arrive pas aujourd'hui à faire motiver les jeunes, à y adhérer et à comprendre que c'est un tout. Donc, c'est ça le problème. Mais du point de vue procédure aux urgences, c'est que c'est des procédures très simples. C'est un examen clinique avec dans une salle de déchocage où on devrait avoir une radio de thorax, une radio du bassin et une échographie qui pourra nous aider à faire un petit débrayage et essayer de stabiliser le malade. Et les gens qui vont être opérés ne sont pas beaucoup, après avoir fait un bilan plus approfondi, et ils vont être opérés dans l'heure qui suit l'admission à l'hôpital. Déjà, nous sommes à la 2e heure. Donc, vous voyez, on arrive à faire sauver ceux qui arrivent à l'hôpital, mais ceux qui n'arrivent pas, malheureusement, ils sont en nombre très important. Ils sont pratiquement, leur chiffre arrive à 90% des malades qui n'arrivent pas à l'hôpital. Mais les malades légers, ils vont arriver, même après 2 heures, ils vont arriver sans aucun problème. Merci. I thank you very much. I can only add that in the few countries where this has been assessed, more than half of the deaths happen at the moment of the crash. And so we're only talking about the other half that can benefit from this timely and appropriate care that you very well explained requires intense and long-term training. And I'm very glad to hear that in Tunisia and other Arab countries in Africa, you are working on it. Let's hear from the Moroccan colleague whether he can augment on any of what you have just expressed. Merci, madame. Je pense que la prise en charge des victimes des accidents de la circulation est une question très complexe et qu'il ne faut pas limiter tout simplement à la question du transport. Je pense qu'il faut commencer, et ce que nous faisons au niveau de la protection civile, d'abord par établir une typologie des différents accidents. Et pour cela, il faut, à mon avis, prendre en considération un certain nombre de critères. D'abord, le critère géographique. Le fait que l'accident survienne au milieu urbain n'est pas la même que si l'accident survient au milieu rural, loin des structures hospitalières, loin des centres de secours, etc. Il y a également le critère temporel. Le fait que l'accident survienne le jour n'est pas la même chose s'il survient la nuit. Si les conditions climatiques sont favorables ou défavorables. Le troisième critère, c'est le critère technique. L'implication, est-ce que l'accident concerne tout simplement une voiture légère avec 1 ou 2 passagers, ou bien un autocar, un camion transportant des matières dangereuses, etc. Donc tous ces éléments influent, bien évidemment, sur l'assistance aux victimes des accidents de la circulation. Il y a un deuxième élément, et là, il ne faut pas limiter tout simplement la question à la relation entre les services de secours et ceux de la santé, parce qu'il faut différencier, je pense, il faut prendre en considération les 3 paramètres. Le paramètre d'abord du lieu de l'accident. Là, quand l'accident survient, il y a bien évidemment, il y a des témoins, il y a une situation géographique qui se présente. Il faut que le témoin d'abord sache donner l'alerte, donner le lieu exact de l'accident et donner de quoi il s'agit exactement pour qu'on puisse se préparer, aussi bien au niveau du service de secours pour envoyer les moyens nécessaires pour assister rapidement l'accidenté, mais également au niveau des hôpitaux pour préparer l'infrastructure nécessaire pour la prise en charge de ces personnes. Le deuxième élément, et là, il y a aussi la question technique de l'existence d'un numéro d'urgence connu par tout le monde et desservant l'ensemble des territoires. Bien évidemment, l'idéal, c'est d'avoir un seul numéro qui est connu par l'ensemble
l'ensemble de la population. Aujourd'hui, on assiste à une multiplication des numéros d'urgence, ce qui complique davantage la question. Pour la protection civile, nous avons le 15, mais avec les portables, on a introduit également, on a ajouté un deuxième numéro, c'est le 150, mais il y a le numéro de la police, le numéro de la gendarmerie et également le numéro du SAMU. Et je pense qu'il faut entamer une opération de sensibilisation de la population pour connaître d'abord quel est le numéro qu'il faut appeler en cas d'accident. Ensuite, je pense qu'il y a le trajet. Le trajet, je sais nous, au niveau de la protection civile, on sait que le trajet joue un rôle très important pour faire acheminer la victime vers la structure hospitalière. Si la distance est loin, est-ce que la population, est-ce que les conducteurs cèdent la priorité aux moyens de secours ou non? Est-ce que je dirais le trajet, la route, est-ce qu'elle est praticable ou non? Parfois, il nous arrive d'intervenir sur des accidents qui surviennent à plusieurs dizaines de kilomètres, loin des hôpitaux, et ça prend beaucoup de temps. Et là, est-ce que nous avons aujourd'hui la possibilité d'avoir des SAMU partout pour assurer une évacuation médicalisée de tous les accidents de la circulation? On le fait bien évidemment un certain nombre d'efforts aujourd'hui dans les grandes villes, mais il n'y a pas que les grandes villes, il y a tout le pays qui est concerné. Ensuite, il y a l'arrivée à la structure hospitalière. Une fois qu'on est arrivé, est-ce que toutes les mesures nécessaires ont été prises au niveau des structures hospitalières pour bien accueillir cette victime de l'accident pour qu'il soit pris en charge d'une manière correcte? De toute manière, la relation aujourd'hui qui existe, comme je dis, entre les services secours et la santé, c'est que la protection civile doit normalement dégager la victime et le mettre à la disposition des services de santé, que ce soit le SAMU ou autre. Alors, s'ils sont présents sur le lieu, c'est-à-dire à travers un SAMU, tant mieux. Sinon, il faut l'évacuer d'une manière correcte vers la structure hospitalière la plus proche. Nous essayons aujourd'hui, c'est un défi pour nous, c'est d'avoir les SAMU de manière à ce qu'ils puissent intervenir sur le site de l'accident une fois que la victime est dégagée, parce que parfois il faut faire des opérations de désincarcération pour les personnes qui sont coincées dans les véhicules, etc., pour les mettre à la disposition du personnel médical qui les prend ensuite en charge. Donc la question est très complexe et qu'il faut la traiter dans sa globalité et non pas se focaliser uniquement sur un aspect en ignorant les autres aspects. Et merci. You are most welcome. I will, of course, let our representative from WHO talk, but I would kindly ask her to center this part of her presentation on the fact that WHO has established protocols for assessment of the emergency and healthcare evaluation for injured patients, and what it is that she could tell us about it so that the audience understands that there is also standardized recommendations coming up from WHO. Bon, à écouter mes collègues ici présents sur le tableau, je revois un peu toute la complexité du problème. Et cette complexité, tous les pays doivent faire face. Pour l'OMS, en tant qu'agence normative, nous encourageons vraiment les pays à mettre en place un système de soins d'urgence pré-hospitalier et hospitalier bien organisé et intégré. Ce qui veut dire que, une des premières mesures que nous espérons, il faut que ces soins d'urgence soient accessibles à tous. Ces soins d'urgence doivent faire partie des soins essentiels, compris dans le cadre de la couverture sanitaire universelle. Couverture sanitaire universelle à laquelle ont adhéré tous les pays États membres de l'OMS. Et dans la mesure du possible, il faudrait que ces soins, pour qu'ils puissent être vraiment universels, soient gratuits. Ça va demander évidemment de légiférer en la matière. Il faut s'assurer que ces soins d'urgence sont compris dans les documents fondamentaux de la santé des pays. Je pense aux politiques, aux plans stratégiques de développement sanitaire et aux documents qui font référence au financement de la santé. Ça, c'est un. Il faut s'assurer, les collègues ont parlé des soins
préhospitaliers. Ces soins préhospitaliers sont importants quand on sait que la plupart des victimes des accidents décèdent avant d'être admis dans les hôpitaux. Il faut mettre en place, il y a des volets qui sont incontournables. Vous en avez parlé, c'est par exemple ce numéro d'appel unique qui doit être d'un accès universel. Il faudrait, si possible, qu'il y ait une instance de coordination qui permet d'agir sur les ambulances, par exemple, qui permet d'agir sur les prestataires qui doivent intervenir, qui permet de désigner quel est le centre de traumatologie qui doit accueillir la victime. Il faudrait aussi que ces soins d'urgence puissent être répartis sur l'ensemble du système. Sur l'ensemble du système, il y a des soins de base que chaque niveau du système sanitaire devrait être en mesure d'appliquer pour assurer que la victime, quel que soit le lieu où elle sera prise en charge, puisse bénéficier au moins des minimums. Et si elle doit être référée, elle sera référée. Et évidemment, ce n'est pas facile, mais il faut le faire. Je crois qu'il faut évidemment qu'il y ait, nous conseillons que les États aient une instance nationale de coordination de tout ce dispositif-là. Évidemment, il faut évaluer. Il faudrait que de manière périodique, ce système puisse subir une évaluation normalisée. L'OMS a des outils qu'on peut mettre à la disposition des pays qui en font la demande pour que ce système puisse être réajusté. C'est ça le problème, on n'a pas suffisamment de données fiables. Une évaluation à l'échelle nationale peut permettre au pays de savoir où est-ce qu'il en est, où sont les gaps et qu'est-ce qu'il faut faire, où est-ce qu'il faut agir. Évidemment, tout ça s'accompagne aussi d'une composante renforcement de capacité. Renforcement de capacité à l'endroit des professionnels mais qui ne sont pas des spécialistes et qui interviennent sur les lieux de l'accident. Renforcement des capacités aux premiers soins pour tous ceux qui sont susceptibles d'intervenir, qui sont dans la communauté, comme les policiers, les pompiers, évidemment même les chauffeurs de taxi, qui peuvent d'une manière ou d'une autre, du fait de leur profession, être au pied d'une victime. Nous avons les outils qu'il faut pour aider, pour peu que les pays en fassent la demande, et c'est là notre rôle. Vous savez qu'avec la décennie de l'action, nous avons apporté, l'OMS apporte un appui conséquent au pays, et cet appui vient être encore renforcé avec les deux cibles des objectifs de développement durable qui recommandent, notamment je pense à la cible 3.6 et puis à la cible 11.2, que je pense la cible 3.6 qui demande de réduire de 50% les décès et les blessés, et la cible 11.2 qui recommande au secteur du transport de prendre les mesures possibles pour améliorer la sécurité routière. And so, to wrap up this section, which was partly to raise awareness of the importance of the post-crash appropriate care, I would like to summarize with what I believe is the interaction point between the health sector and the transport sector. The interaction point being appropriate crash identification, time and location. And so anything that relates to information systems that normally lie on the hand of the transport sector, that improves the capacity to recognize that a crash has occurred and where it has occurred is of key importance. And maybe the example here would be the experience on the eCall system, the concept of the eCall that can be translated in many different ways to the African continent. And the second piece of interchange is that the health sector also needs access to the crash site, and so that the road network design is not just for the transportation process, ordinary transportation process, but that it might be good to have a dialogue so that it is understood that the healthcare services might need to access places, some places more than others, and how to ensure that the infrastructure allows for appropriate transportation to these sites. We won't repeat everything that has been said, since it's been a lengthy explanation on how rich and complex the healthcare sector contribution is to the taming of the pandemic. But I will continue to talk about healthcare, traditional healthcare in a way, because I would like to move one step back, before the crash.
You, transport sector professionals, normally dealing with the statistics and normally investigating risk factors, are very well aware that alcohol, illegal drugs, some medical conditions are oftentimes responsible for a crash occurring or more consequences to the crash occurring. These are health conditions that normally get identified and treated by the healthcare sector. Again, I'm talking about alcohol, I'm talking about illegal drugs, I'm talking about legal drugs, medication to treat medical conditions, and I could even talk about medical conditions. In a number of countries in the world, there are restrictions to driving because of health issues, but not only on drivers, even in pedestrians. We are seeing a high number of victims, pedestrian victims, fatal pedestrian victims, who have alcohol levels way higher than desirable. And so these substances, the addiction to these substances, the occasional sporadic consumption of these substances is something that the transport sector doesn't deal with. They see the consequences of it, but it is the health sector that deals with it. And so starting with WHO, I would like to hear briefly, if possible, what it is that the recommendations are on this area and what it is that the transport sector could learn today to move on advancing in the implementation of legislation and in the implementation of laws and in the implementation of cross-communication between data systems to inform each other on where there is a hidden problem that will rise sometime or later. Je crois que pour l'OMS, c'est clair. Il faut qu'au niveau du pays, il y ait un dialogue. Comme je l'ai dit tantôt, il faut que tout ce qui concerne cette prévention concernant la sécurité routière fasse l'objet d'un dialogue avec toutes les parties prenantes. Nous y tenons beaucoup. Comme je l'ai dit, il faut aussi que les actions principales soient consignées dans des documents fondamentaux du pays. Pour nous, c'est sûr qu'en consignant ces documents, ces informations dans les documents fondamentaux du pays, il y a eu un dialogue entre les différentes parties pour que les parties s'accordent sur les rôles des uns et des autres. Et l'OMS est vraiment favorable à ce dialogue politique. Concernant les données, vous savez que ça fait partie des fonctions principales de l'OMS, que les pays puissent avoir des données fiables pour leur permettre de guider leurs actions. Ça, c'est encore un des points faibles des pays pour lesquels nous nous attelons à accompagner les pays. Les données existent, mais elles ne sont pas transmises ou bien traduites comme elles se devraient. Donc un accent doit être mis. Je crois que ce que je peux dire au secteur du transport, c'est vraiment de travailler étroitement avec le secteur de la santé. Chaque année est célébrée une journée dédiée à la sécurité routière. C'est une journée de sensibilisation qui permet de renforcer ce dialogue-là. Donc vraiment, nous tenons à ce qu'il y ait une approche multisectorielle en ce qui concerne la sécurité routière. Would you like to add anything on the specific recommendations regarding the handling of patients consuming alcohol, illegal drugs, medication, diseases? Any of you would like to add to that? Je crois que pour tous ces aspects, nous avons les États membres ont demandé à l'OMS de leur faire des recommandations. Ça fait l'objet de résolutions qui sont partagées au cours des rencontres statutaires. Je pense, si je prends la région africaine, aux comités régionaux, sinon au niveau global, à l'Assemblée mondiale, il y a des résolutions qui sont prises et les États membres, avec des recommandations aux États membres, qui s'attachent à les mettre en application. Évidemment, ce n'est pas facile, mais des efforts sont faits. Je dois dire que des efforts sont faits, mais il faut continuer à aller dans ce sens-là. Et nous allons aider les pays à aller dans ce sens. De nombreuses stratégies de lutte contre l'usage nocif de l'alcool et d'autres stupéfiants sont mis à la disposition des pays. Des conseils en matière de port de la ceinture. Toutes les mesures de prévention concernant les facteurs de risque sont bien connues. Et nous demandons que ces mesures fassent l'objet de lois.
Mais le problème qui se pose, c'est dans l'application de ces lois-là. Si je prends par exemple le pays où je suis en fonction, je ne devrais pas le faire. Vous savez, c'est un pays où il y a beaucoup de cyclistes et de motocyclistes. Le port du casque même est un problème. À l'entendre, les usagers nous disent non, ce casque n'est pas adapté, il nous gêne, il y a la chaleur, etc. Ils ne le portent pas et nous déplorons de ce fait de nombreux accidents. Donc comme quoi, il y a des messages qu'il faut savoir porter. Il faut écouter les usagers pour voir vraiment quels sont leurs besoins, quelles sont les contraintes. Et l'OMS est là pour ça, est prête pour ça. Thank you. I believe the Tunisian representative has something to add. Merci. Moi, je vous remercie pour la réflexion sur les statistiques. Effectivement, en Tunisie, on a des statistiques qui semblent être fiables parce qu'au moment où il y a un accident, il y a une équipe multidisciplinaire qui se déplace sur le site et elle essaie d'avoir des éléments d'orientation, y compris le médecin, le psychologue, le toxicologue, éventuellement pour les prélèvements toxicologiques ou pour l'alcoolisme. Et il semble qu'on a des données plus ou moins fiables, disons. Le problème, c'est que se pose pour le nombre d'accidentés et le nombre de décès. Il semble aussi que depuis 20 ans, nous avons le chiffre qui se répète pratiquement tout le temps, le même. Alors on a 30 000 accidentés, 35 000 accidentés, et on a à peu près 1400 morts, 1600 morts, 1200 morts. C'est un chiffre qui est un tout petit peu variable, mais c'est le même chiffre. Actuellement, en Tunisie, nous avons essentiellement les frères libyens, qui sont un chiffre de plus qu'1 million de Libyens, de citoyens libyens qui vivent en Tunisie. Nous avons aussi les migrants, et le chiffre est toujours le même. Plutôt, on a eu une baisse de la mortalité, donc qui est passée de 1400 à 1200, probablement parce qu'on a donc un texte juridique qui oblige les gens à utiliser la ceinture de sécurité pour les deux, le chauffeur et la personne qui est à côté. Mais le problème principal, je pense aussi, c'est comment identifier un mort par accident de la voie publique. Généralement, celui qui est mort sur place, il est mort, on le voit très bien. Mais celui qui reste une semaine, ou bien 1 mois, ou bien 3 mois, ou bien 6 mois. Donc, normalement, pour la fiche de renseignement de décès, alors on dit la cause principale. Généralement, le mot qui est écrit, arrêt cardio-respiratoire, parce que tout le monde meurt d'un arrêt cardio-respiratoire. Et le monsieur, il a déjà une défaillance respiratoire chronique. Donc, on met défaillance. Et la troisième chose, c'est l'hémorragie du foie. Et la quatrième, et donc il fallait que le médecin qui rédige la fiche conclue que c'est un accident de la voie publique. Parce qu'après, quand on va relever les données concernant le nombre d'accidentés, on ne va pas trouver le mot accidenté de la voie publique. Donc l'OMS pour la Tunisie semble dire que le chiffre en Tunisie, c'est 2000, pas 1400. Parce qu'elle prend en considération les morts après 6 mois, ou bien même après 1 année. Et donc il est handicapé en réanimation avec une ventilation mécanique chronique, et le jour J, il a fait l'infection nosocomiale et il est mort. Donc vous voyez, c'est ça le problème, c'est qu'on devrait unifier un peu l'identification de l'accidenté de la voie publique, donc celui qui est sur le lieu et celui qui est mort après 6 mois ou 1 année, et avec un surcoût donc, financier qui alourdit la charge de l'État et du ministère de la Santé. Parce que, voilà. Merci. Merci. You are moving to the third and last block that I wanted to raise, which is communication and data analysis. But before we go there, let me ask our welcome addition to the panel to present himself so that we know who he is. There was, I think, a bit of communication. I had gone to another workshop room, and I had initially communicated about not maybe able to join the panel, but it's okay. I'm sorry for that. Yes, so I'm Dr. Oren Ombiro. I work at the Violence and Injury Prevention Unit at the Ministry of Health in Kenya. Yes. Welcome, Thank you. Oren. Thank you. So in these last minutes, the last point I wanted to raise with you is precisely the use of the data, the existence of the data, and the use of the data. And to warm up the environment, the ambience for this, all of you transportation sector professionals, raise your hand if regularly
you deal with data that comes from the health sector? How many of you ever check with the hospital discharge databases in your countries how many people have been admitted because of a crash? None. Second one, thank you. Second, two, how many of you deal with checks with the health sector death certificates to check on how many people the death certificates validate as road traffic victims? 1, 2, 3, and 4. So everything is to be developed. And for the 4 of you, and for these last few minutes, what I would like to ask you is about your country experience, to the 3 of you, and WHO's recommendations on the need to communicate, to interchange, and to validate data from one sector to another to precisely have a comprehensive view of what's going on. And if you don't mind, I'll ask first the Moroccan representative, then the Tunisian, then Kenya, and I will close with WHO, if that's okay. If Morocco has anything to say on this subject, of course. Je reviens sur la question de l'utilisation des stupéfiants et de l'alcool au volant. Je pense, bon, pour les services de la protection civile, lorsque l'on intervient sur un accident, notre objectif, c'est de sauver la personne le plus tôt possible, indépendamment de sa religion, de son sexe, de sa nationalité, etc. Donc on ne s'intéresse pas à la question, même si parfois il nous arrive de sentir l'odeur de l'alcool, on ne les déclare pas parce que ce n'est pas une affaire. Notre code de déontologie nous empêche de déclarer quoi que ce soit sur cette question. C'est une question qui relève de la police et de la justice. Concernant les recommandations de l'OMS, je pense que le Maroc essaye, bien évidemment, autant que faire se peut, de mettre en œuvre ces recommandations. Mais il faut reconnaître que ces recommandations ne sont pas applicables de la même manière dans tous les pays. Il y a un effort d'adaptation, un effort de mise en concordance avec la culture du pays, avec la manière dont le secteur est géré, etc. Donc nous essayons, bien évidemment, de prendre en considération ce que nous pouvons au niveau de ces recommandations, en concert avec le ministère de la Santé. Et même cette question de qui sont les personnes à déclarer mort suite à un accident ou non. Bon, je pense qu'au Maroc, on considère qu'après un mois, on suit une victime d'un accident. Un mois, s'il est décédé dans ce cadre, on le considère comme étant consécutif à un accident. Au-delà d'un mois, il n'est pas considéré comme étant victime de l'accident. Et donc là aussi, je pense qu'il y a un effort d'harmonisation rien contre les pays de l'Afrique du Nord pour avoir les mêmes, je dirais, les mêmes paramètres au niveau statistique. Merci. Tunisia. Merci. Moi, je pense que le bureau de l'OMS pour l'Afrique du Nord, il est le même. Égypte, Tunisie, Algérie, Maroc, Libye. Donc, on a les mêmes recommandations, mais du point de vue pratique, réellement, on a une fiche de décès où on met les 4 ou 5 premières causes de décès, c'est-à-dire la détresse respiratoire éventuellement, ou une maladie chronique, ou bien aussi l'AVP. Si c'est l'AVP qui est en cause. L'élément qui a été dit et pour lequel j'ai pris la parole, c'est pour dire que quel est le délai qui est reconnu, c'est-à-dire c'est le délai de 1 mois, 3 mois, 6 mois. Donc, parce que la maladie peut durer 6 mois. On a des malades dans le service de réanimation qui sont là depuis 6 mois. Donc pour une seule maladie, une maladie démyélinisante, c'est-à-dire entraînant une paralysie globale du corps, et c'est pour ça qu'il est tout le temps sous machine. Et donc le problème, c'est que pour les hématomes extradurales et pour l'hématome sous-dural, parfois les pathologies peuvent durer 2-3 mois. Donc maintenant, on reste à être sûr que ce que je dis est vrai. Est-ce que c'est le délai qui est reconnu de 3 mois ou 6 mois ou une année? Donc, ceci reste à être identifié. Une chose que je n'ai pas dite au début, c'est que les premières causes des accidents de la voie publique, c'est dû au non-respect de règles des
directs de conduite et aussi sous l'utilisation de drogue, d'alcool, de stupéfiants. C'est un fléau plutôt nord-africain, sud-méditerranéen qui pose un problème réellement de santé publique. Thank you. Now, the Kenyan experience, first I'd like to say that one of the things I'm glad is that injuries, and particularly post-crash care and road traffic injuries, are now embedded in health policy. For instance, in our Kenya health policy, one of the 6 strategic objectives is actually in relation to injuries, and it specifically mentions a reduction of road traffic injuries and gives things like post-crash care and pre-hospital care a specific mention. And I'd also like to say that we recently, in December last year, launched a violence and injury prevention action plan, which goes into details about what should happen post-crash care from the crash scene, transportation, issues of data, and hospital care. And we are currently in the process of developing our framework for trauma organization across all the levels of care, from community level all the way to national referral hospital level. Now, speaking of data, we have a lot of streams of data on road traffic injuries and deaths. And the main sources of data are the police. We have the National Transport and Safety Authority. We have the Civil Registration Department and the Ministry of Health. And so I'd start maybe if a crash happens on the scene, usually the police collects data from that site. And usually, most often that is the data that is reported. At the health facility, the deaths are certified and transmitted both to our health information system and to the Civil Registration Department as the death certificates. Now, we also have injury surveillance systems which are being piloted in about 6 facilities, and we've also piloted fatal injury surveillance systems in our mortuaries. So quite a number of data sources, but the one that is the official source of data is actually police data at this point in time in Kenya. Now, with regards to certification of deaths, we have had the challenges that Tunisia has experienced in terms of how deaths are certified and attribution of death to road traffic injury or road traffic crash. We've been trying to improve on that. We've trained close to 2,000 certifiers and coders since 2016, so that we are able to standardize how deaths are reported, and particularly attributing injuries that are related to road traffic injuries as is required. The good thing also is that we've been able to integrate road traffic injury data into our mainstream electronic national health information system. So all our D1s, the death certification forms, are actually uploaded into that system, and so that health workers in our facilities or our coders do not see that these are different things, so that they're able to see all our data flows through one channel. And we've also been able to, road traffic injuries and fatalities have also found their way into the integrated disease surveillance and response system for our country. So now they are among the priority, they've been recognized by the sector and the country as one of the priority conditions for reporting. And very soon we are trying to streamline that, because all our other data is reported on a monthly basis, but we want these as other notifiable conditions to be reported on a weekly basis, so that by Monday all the facilities have submitted all their road traffic injuries and fatalities to the surveillance officers at the district level, and by Wednesday all these are transmitted to the national surveillance system. So
we have a lot of discrepancies from these data, flows of data. If I give an example of 2014, of 2017, okay, yeah, because of time, but basically that's how we are performing as far as data systems and surveillance for road traffic injuries is concerned. Thank you. Thanks to you, because indeed we need to wrap up, otherwise the whole program will be running late. But I would like to think that we have given enough arguments to our audience to feel an appetite to go back to their respective countries and reach out to their health sector counterparts, if anything, to begin learning what data do their fellow countrymen and women have on the same problem. And if you want to continue hearing more about this interchange of information between health sector and transport sector, I'm pleased to invite you to the workshop that will start at 11 in FES room, where precisely vital registration experts from WHO and the experts who are working in the establishment of the African Road Safety Observatory will have a session precisely to debate on how to better advance on that line. This links to the broader objective of this SSATP, World Bank, FIA, and ITF initiative to push for the establishment of the African Road Safety Observatory that you heard about in the opening plenary session. And our workshop will continue for the rest of the day. But if anything, please consider coming to the initial 2 hours of joint workshop so that you can continue hearing about these opportunities to use what exists to enhance the outcome of your work. There were 3 questions coming from the audience, and I thank you. The 3 of them were written in French, and so I'm doing my best in translating them and synthesizing. But I will just finish wrapping up the essence of these questions. One of the members in the audience was asking about the role of insurance companies in assisting both with care and information. And of course, I think if you veto that, let me know, but I think we would all agree that of course there is another wealth of information sitting in the umbrella of insurance companies that you are most welcome to tap on, explore on, and bring on board for further analysis. The other question related to the need for training, not only for the professional healthcare providers at the emergency side, but also the volunteers. In many countries, there are large organizations of, for example, firemen and women who do an extraordinary job, much like the Red Cross, Red Crescent volunteers. And so I take the liberty of assuming we all are in agreement that, of course, all that good help is much appreciated and good training for them is also to be provided. And with that said, and 10 minutes after it was expected to finish, I would like to ask from the audience a big round of applause for our speakers. And personally can only transmit you my apologies for the fact that we started late. Thank you very much. Now there is a coffee break, and then you are welcome to choose, but if you want to be in FES room at 11, you are most welcome. Thank you very much.